Le Père-Lachaise, quand on entend ce nom, on pense tout de suite au plus grand parc de Paris. Et c'est vrai, c'est une immense cité des morts, très paisible, qui surplombe l'agitation de la capitale. Un lieu pour se recueillir, bien sûr, mais c'est surtout un livre d'histoire à ciel ouvert. Il y a cette idée, cette promesse d'une sorte de gloire éternelle, sculptée dans le marbre et le bronze. Parce que, derrière cette image de carte postale, le Père-Lachaise cache un monde complètement différent. Un univers fait de symboles, de messages codés et de sociétés secrètes dont l'histoire est gravée directement dans la pierre. Il faut bien comprendre que le cimetière qu'on connaît aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le projet initial. À l'origine, l'architecte, Brognard, l'avait pensé comme un parc à l'anglaise, très ordonné, tout en symétrie. Ce qu'on a maintenant, c'est un labyrinthe romantique, un joyeux chaos où la nature a repris ses droits et qui ressemble bien plus à un jardin initiatique rempli de tombes mystérieuses. Et l'un des plus grands secrets de ce labyrinthe, c'est l'influence. Mais alors l'influence immense de la franc-maçonnerie. Elle n'est pas juste présente par-ci par-là. Non, elle est littéralement inscrite dans l'ADN du cimetière. Et attention, on ne parle pas ici d'un petit groupe d'initiés dans leur coin. La franc-maçonnerie au Père-Lachaise, à l'époque, c'était l'établissement, l'élite du pouvoir, que ce soit militaire, politique, scientifique ou culturel, ils sont tous là. Et leurs tombes, eh bien, elles ont des choses à nous raconter. Prenons les maréchaux de Napoléon, par exemple. Leur carrière militaire, on les connaît, elles sont éblouissantes. Mais ce qu'on sait moins, c'est que leur carrière maçonnique l'était tout autant. Masséna, Murat, ils n'étaient pas que des génies de la stratégie militaire, c'étaient des dignitaires de très très haut rang au sein des loges. Leurs deux ascensions, en fait, étaient complètement liées. Alors on a parlé des personnages, maintenant passons à l'architecture, parce que ce sont les tombes elles-mêmes qui nous parlent ce fameux langage secret à travers une sorte de grammaire de symboles très très précise. Se promener au Père-Lachaise, c'est un peu comme lire un immense livre de code à ciel ouvert. On voit des pyramides, des colonnes brisées qui symbolisent une vie interrompue, des obélisques. Chaque monument est une page, à condition bien sûr de connaître la clé de déchiffrage. Un exemple parfait, c'est la tombe de la famille Laurenco. Regardez bien, on y voit une poignée de main, qui est un symbole maçonnique de fraternité, et elle est inscrite à l'intérieur d'un ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, symbole d'éternité. La combinaison des deux, c'est un message incroyablement puissant sur les croyances de la famille. Et puis, il y a le clou du spectacle, le monument le plus spectaculaire, le plus mystérieux, et soyons honnêtes, le plus bizarre de tout le cimetière. Celui de Félix de Beaujour, un homme richissime dont la fortune était, disons, d'origine assez floue. C'est le coût de ce qu'on a appelé sa folie. 100 000 francs or. Il faut imaginer, à l'époque, c'est une somme absolument colossale. Ça a tout de suite alimenté les rumeurs les plus folles. On disait que Beaujour, qui avait été consul en Orient, avait trouvé la pierre philosophale des alchimistes. Carrément. Et l'architecture de cette tour de 20 mètres de haut n'a fait qu'épaissir le mystère. Sérieusement, pourquoi est-ce qu'un seul cercueil aurait besoin de 4 niveaux différents, dont 3 salles souterraines et une chapelle ? La rumeur disait qu'on y tenait des rites nocturnes secrets, bien à l'abri des regards. Mais les francs-maçons n'étaient pas les seuls à peupler ce lieu. Le cimetière est aussi le dernier refuge de nombreuses figures qui, elles, exploraient le spiritisme, la magie et d'autres traditions mystiques. Le plus connu d'entre eux est sans aucun doute Allan Kardec, qu'on surnommait le pape du spiritisme. Sa tombe, qui a la forme d'un dolmen, est l'une des plus visitées et des plus fleuries de tout le cimetière. Encore aujourd'hui, des gens viennent s'y recueillir, espérant peut-être une connexion avec l'au-delà. Cette phrase, qui est gravée sur sa tombe, résume à elle seule toute sa doctrine. C'est le principe de la réincarnation, une croyance qui continue, un siècle et demi plus tard, d'attirer ses fidèles sur sa sépulture. Et la liste continue. On trouve la tombe de Papus, l'un des plus grands occultistes de son temps. Il y a aussi celle d'Oscar Wilde, qui a sa propre histoire rocambolesque. L'ange sculpté sur sa tombe a été jugé un peu trop viril, et ses attributs ont été censurés. Et on arrive à l'une des énigmes les plus tenaces et les plus fascinantes du Père-Lachaise. Le maréchal Ney, le héros des guerres napoléoniennes, a été officiellement fusillé. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Les éléments du dossier sont assez troublants. Primo, des décennies plus tard, en 1903, on aurait ouvert son cercueil et on l'aurait trouvé vide. Deux yeux, un parfait sosie réapparaît aux États-Unis en affirmant être le maréchal.
Et tertio, le lien maçonnique secret avec celui qui était censé être son ennemi juré, le duc de Wellington. Est-ce que le serment de fraternité maçonnique a été plus fort que les allégeances nationales? La question reste entière. On voit donc que cette histoire cachée, ésotérique, est partout. Mais elle coexiste avec une autre histoire du cimetière, une histoire beaucoup plus crue, beaucoup plus politique. Le Père-Lachaise, c'est vraiment un lieu de contraste saisissant. À quelques pas des tombes de mystiques en quête de savoir universel, on trouve un simple mur qui symbolise une des pages les plus violentes de l'histoire de Paris. Il s'agit du mur des fédérés. C'est exactement ici que 147 communards ont été fusillés et jetés dans une fosse commune lors de la répression sanglante de la commune en 1871. C'est un lieu de mémoire politique, un rappel très brutal de la violence de l'histoire. C'est ça, le point crucial à retenir. Le cimetière a une double nature. D'un côté, un lieu de paix, de mémoire officielle, et de l'autre, une bibliothèque vivante, codée, remplie de croyances cachées et de mystères qui, pour beaucoup, ne sont toujours pas résolus. On a effleuré la surface de ce langage secret gravé dans la pierre. Mais en se promenant en ces allées, une question subsiste. Combien d'autres histoires, combien d'autres mystères sont encore enfouis ici, attendant simplement que quelqu'un trouve la bonne clé pour les déchiffrer?